Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Hello there. Hello Margoulin, hello Margouline, bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce premier format de ces sessions de débrouillage du lore historique des différents jeux auxquels on joue et qui pourra s'étendre à terme sur une espèce de session où on peut parler histoire et parler histoire de différentes époques, même indépendamment des jeux. Mais là pour l'instant on va se baser sur les jeux auxquels je joue pour expliquer un peu les différents contextes de ces jeux. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. On a le bon Hierophante et un écho à couchot comme si on était bon. Comme vous voyez, le bon Hierophante qui est toujours aussi on fire. Il y a le bon Yannux également qui est là, ici, avec nous. Et donc, pour cette petite session de ce qu'on va appeler peut-être une série, la toile de fond, je pense que je vais appeler ça la toile de fond des jeux sur lesquels on stream. Pour cette première session de ce qu'on appelle la toile de fond, on va faire Stainless Steel et Medieval 2 Total War pour expliquer le lore de l'Europe en 1132, démarrage du mode Stainless Steel. Et on va voir pourquoi d'ailleurs on démarre en 1132, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont relativement bouleversés à cette époque-là, et qui se forment, des fois même à cette époque-là, avant le jeu Vanilla. Enfin, après le jeu Vanilla. Ça va être vraiment une session de débrouillage. Je ne vais pas rentrer dans les détails des arbres généalogiques qu'on peut voir des différents pays. Ça, justement, je le ferai peut-être dans des vidéos subsidiaires. On va vraiment brosser le portrait de toute l'histoire avant et l'histoire après de chaque État, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il fout là, pourquoi il est là. Ah, merci Yann Doux. Toi, t'es un peu plus cohérent quand même dans tes demandes. Hein. T'es moins malsain, déjà. Mais bon, après, moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, je suis contre l'exploitation des êtres humains. Hein. Et donc, voilà, on va brosser le portrait de chaque État, chaque pays. Vous montrer d'où il vient, pourquoi il est étendu là, pourquoi il en est là, où est-ce qu'il va aller dans l'histoire, en passant en gros de toute l'histoire jusqu'à ce que... c'est ça, c'est exactement eux. Pareil, hein, je vais pas rentrer dans le détail, je vais parler des dynasties rapidement, et encore pas forcément de chaque État. Hein, je pense par exemple les États scandinaves, bon écoutez, pas forcément, hein, je pense que non. Mais oui, c'est les Nemagic, c'est ça, mais alors c'est les Nemagic qui sont en pleine constitution. On va y revenir. Mais voilà, on va vraiment brosser le portrait très général, sans rentrer forcément dans les particularités. Bon, par contre, je vais essayer de voir que ça prenne pas trop non plus de longtemps. Hein. J'ai pas envie de faire un live non plus de 4 heures dessus, il faut que ce soit digeste. Et bien écoutez, sans transition, on est parti. Donc je vais beaucoup parler hein, là-dessus, hein, vous allez voir. N'hésitez pas quand même à poser des questions, de préférence pas des questions non plus trop précises, pour pas non plus qu'on parte trop loin et qu'on digresse trop. Hein. Sinon, au pire, vous pouvez toujours m'envoyer si vous avez des demandes particulières de choses que vous voulez creuser. Je pense que le Hierophante, par exemple, va me tanner pour qu'on fasse des vidéos sur l'Empire byzantin. Mais voilà, n'hésitez pas surtout. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs pas clairs, hein, n'hésitez pas à insister. Non, c'est ça, c'est les Magic. Prince de Dioclé. Ah, ça, je connais pas par contre. Ça, c'est. Non, bah non, Prince de Dioclé. Ça, ah, à mon avis, tu dois peut-être confondre avec une des dynasties des États latins après 1204. Peut-être. Au vu du terme Prince de Dioclé, ça me paraît s'apparenter à ça. Écoutez, bah, sans plus de transition, on va démarrer par l'Empire byzantin, hein, les Margoulins. On va démarrer par l'Empire byzantin. Pourquoi on va démarrer par l'Empire Donc, j'ai beaucoup parlé, hein, je vous préviens, désolé. Je vais peut-être moins intervenir sur le chat aussi, sauf si je vois vraiment des questions. Mais voilà, donc là, je vais pas mal parler. Pourquoi on commence avec l'Empire byzantin Tout simplement parce qu'on va commencer avec Rome. Hein, évidemment. Ah, ça, c'est le nom du mode. Stainless Steel, nom du mode, sur lequel j'ai rajouté l'extension Historical Improvement Project. Ce qui explique qu'on démarre comme ça en 1132, etc. Sinon, Stainless Steel, je crois, ne démarre pas en 1132. Donc pourquoi l'Empire... Non, t'inquiète. T'inquiète. Hein. Écoutez, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, ou voilà, après, si vraiment on part trop dans la précision, etc., je suis pas sûr de toujours rebondir. Mais écoutez, voilà, on va démarrer. Donc on démarre avec l'Empire byzantin. Pourquoi avec l'Empire byzantin? Parce qu'on va démarrer avec Rome. Rome,
l'Empire romain d'Occident s'est effondré en 476. Ça, c'est la date qu'en général on ressort relativement régulièrement. L'Empire romain d'Occident s'effondre en 476, sous le coup des invasions barbares. On va pas rentrer dans les détails des invasions barbares, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est extrêmement complexe, hein. C'est une alliance de crise économique profonde, notamment au IIIe siècle après Jésus-Christ, de succession d'épidémies, de guerres civiles, de crises inflationnistes, d'impasses gouvernementales, de crises religieuses. Le tout en plus, on pourrait rajouter ça avec le christianisme qui s'étend et qui délégitime un petit peu la religion et le pouvoir des empereurs romains, hein. Enfin, il y a énormément de causes qui sont invoquées, hein. Donc perte de légitimité impériale, et une démilitarisation de Rome, qui va confier son pouvoir et sa sécurité à ses fédérés, c'est-à-dire aux barbares qui progressivement vont prendre de l'indépendance et vont finir par remplacer les États, le pouvoir de l'Empire, et vont constituer de vrais États. Ça, c'est en Occident. Mais en fait, sur le papier, tous les États qui vont se constituer, les Francs ici, en Gaule, les Visigoths en Espagne, les Ostrogoths, etc., sont tous des vassaux sur le papier de Constantinople. En fait, il faut bien comprendre que la dignité impériale de l'Empire d'Occident, en 476, elle passe à Constantinople. Donc Constantinople est l'héritier direct de l'Empire romain. Évidemment, il est en déclin, hein. Il y a eu des tentatives, notamment dans les années aux 500, avec Justinien, de réétendre l'Empire. Réétendre l'Empire en Italie, de reprendre Rome, etc. Ils vont y arriver, hein, dans les années 500 et quelques, et de reprendre Carthage et l'Afrique. Il faut comprendre que l'Afrique, Carthage, c'est une région extrêmement riche à l'époque, hein. Extrêmement riche, extrêmement prospère au niveau agricole. Donc petite tentative de réexpansion, mais finalement, il faut bien voir que l'Empire byzantin va voir son autorité notamment s'effondrer sur une large part de son empire à cause des invasions musulmanes principalement. 622, on a l'hégire de la Mecque, du prophète Mahomet. Conquête musulmane avec notamment le fameux Khalid ibn Walid, hein, qui est peu connu, n'empêche, en Occident, mais qui a une grosse popularité même sur les réseaux, etc. J'ai déjà vu, hein, le monde musulman le considère un peu comme un héros de l'islam. Et effectivement, c'est quand même un mec qui a réussi à écraser l'un des empires deux empires les plus puissants de son époque, puisqu'en fait, l'empire musulman va écraser l'empire byzantin. Et voilà. Bon, vous voyez, bon voilà, je vais pas rebondir sur ce genre de truc, hein. Mec, on a toute l'histoire de l'Europe à faire, hein, donc je peux pas rebondir sur tout, désolé, hein. Mais voilà, Khalid ibn Walid bat l'Empire byzantin autour des années 600-700, 7e siècle. Il faut voir qu'à l'époque, l'Empire byzantin s'étendait sur toute l'Anatolie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Afrique. Vous voyez un peu la taille de l'Empire, vous voyez tout ce qu'il a perdu, hein. Tout ce que je fais là avec la souris ici. Afrique, Cyrénaïque, Égypte, Palestine, Syrie, Anatolie. Il perd toutes les régions au sud de l'Anatolie autour de 600, sous l'impulsion des premières conquêtes musulmanes, qui écrase aussi l'Empire sassanide, oui ici, l'Empire sassanide, qui était là en Iran, qui n'était pas musulman, hein, du coup à l'époque, hein, qui avait une autre religion, la religion zoroastrienne. Donc conquête musulmane, effondrement de l'Empire, donc du coup qui perd les plus riches terres de son empire, hein. Il faut bien comprendre aussi qu'à l'époque, les terres occidentales, la Gaule, l'Espagne, je parle même pas de l'Allemagne et de l'Angleterre, c'était des terres extrêmement pauvres et peu peuplées. Le gros de la puissance économique, même de l'Empire romain autour du 4e, 5e siècle, des années 400, 500, 600, ne se fait pas dans ces zones-là. Elle se fait sur la ville de Constantinople, dans une moindre mesure la Grèce, mais surtout la Syrie, extrêmement riche, l'Égypte, riche as fuck, et l'Afrique. Vous voyez ? C'est les régions les plus importantes. Toutes ces régions sont perdues par l'Empire byzantin, notamment donc à cause des conquêtes musulmanes. C'est là où il y a les villes les plus importantes, les plus peuplées, Bagdad, Constantinople, Le Caire, etc. Vous voyez la taille des villes, hein. Attendez, on va vous montrer rapidement, mais si on prend les Fatimides par exemple, hop, ils sont où ? Égypte fatimide. Vous allez voir la population, rappelez-vous là, donc, la taille des villes, hein. On avait Paris, 30 000 habitants, le reste autour de 6 000 habitants. Bon, c'est quand même pas extraordinaire. Si vous prenez le Caire, vous êtes 80 000 habitants, 50 000 habitants à Alexandrie, 27 000 habitants à Kous, 28 000 habitants à Damiette, vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt bien fait, hein. Symboliquement parlant, c'est plutôt bien fait d'avoir pour montrer que les plus grandes villes, les plus riches, sont en l'Orient.
Il faut comprendre que, de toute façon, même la Chine, par exemple, c'était aussi une province riche, ouais, avec ses mines, etc. Sur le fleuve des Philabonites, voilà, ça je ne sais pas. Mais l'Anatolie aussi est une province riche, et c'est une province qui va être en guerre perpétuelle ensuite dans toutes ces zones-là. Dans une très moindre mesure, Constantinople devient des puissances mineures. Ah bah t'inquiète, justement, on va y venir. C'est qu'en fait, donc, Byzance, pour l'instant, je me remets sur l'Empire byzantin, donc perd toutes ses provinces avec les premières conquêtes musulmanes. Il faut comprendre qu'avec les conquêtes musulmanes, ils vont jusqu'à Constantinople. Hein. Siège de Constantinople en 711. 711, les musulmans sont arrêtés, notamment par le feu grégeois, à Constantinople même, avec des attaques navales, etc., qui sont mises en place à ce moment-là. Byzance, à ce moment-là, ensuite, va se maintenir, mais elle va être sous les coups des Bulgares, ici, qui vont être ici, Bulgares qui vont être extrêmement violents et qui vont constituer un empire qui va prendre toute cette zone-là, et que finalement les Byzantins vont réussir à faire tomber. On a aussi les Normands, on y reviendra, hein, mais les Normands vont être extrêmement actifs et menaçants vers Constantinople. Le premier vrai coup de boutoir suivant, c'est seconde expansion musulmane avec les Turcs seljoukides. On va y revenir, mais c'est l'antagoniste ici principal en Orient, actuel. À l'heure actuelle, quand on parle en 1132. Ah la Syrie, l'Égypte et de l'Afrique. Mais ensuite, après, toutes ces terres-là vont quand même être marginalisées à un moment donné par l'émergence de l'Europe. Il faut comprendre quand même que l'émergence de l'Europe, ça se fait autour du XVIe siècle, on va dire, XVIe siècle, à peu près, mais c'est un peu une anomalie dans l'histoire. Dans la quasi-totalité du temps, les provinces les plus riches et les plus puissantes et les plus le cœur du monde est à l'Orient. Même l'Orient très lointain, hein, les villes de Samarcande, etc. Ensuite, l'Europe va réussir à émerger. Il va y avoir une révolution militaire, une révolution moderne, une révolution technologique qui va faire que l'Europe va réussir à s'imposer. Ensuite, il y aura d'autres causes, hein, on pourrait y revenir, mais il y a aussi des causes climatiques, hein, parce que le climat n'était pas le même à l'époque. Hein. Regarde, les terres ici sont quand même bien vertes, et ça, c'est bien représenté. C'était pas désertique. Hein. Hein, c'est comme ici, le Nil, etc., l'Égypte, l'Afrique, c'est pas des terres désertiques hein, à l'époque. Donc il y a beaucoup de raisons. Mais en tout cas, au niveau de l'Empire byzantin en tant que tel, second coup de boutoir, c'est l'expansion des Turcs seljoukides qui vont venir ici et qui, à Manzikert, vont rebattre l'Empire byzantin. Là, c'est une catastrophe. Toute l'Anatolie est perdue. On est en 1071. 1071. Toute l'Anatolie, toute la Turquie actuelle est perdue. Les Turcs sont à Nicée, ils sont devant Constantinople. C'est une catastrophe. Dans le même temps, il faut voir que la situation politique de Constantinople est compliquée. Il y a énormément de crises dynastiques, de renversements d'empereurs, etc. Dans le même temps, l'Empire byzantin est isolé parce qu'on a des graves troubles religieux. On a une séparation progressive entre le culte chrétien orthodoxe, qui, centré sur la Grèce, commence à s'helléniser un petit peu, face au culte latin, catholique. Le grand schisme arrive en 1054, et c'est là où il y a vraiment la séparation entre les deux. On va avoir un regain de puissance de l'Empire byzantin sous la dynastie des Comnènes, qui est la dynastie actuelle. La dynastie des Comnènes, Alexos Comnemos. Alexis Comnène, le premier grand empereur de la dynastie Comnène qui essaye de reprendre le lead. On va avoir un sursaut sous les empereurs Alexis, Jean, Manuel, bref, voilà. Les Comnènes vont réussir à reprendre un peu le lead, notamment en partie grâce aux croisades. La première croisade, elle permet de restabiliser la situation. Et là, la situation en 1132 est la conséquence de la première croisade. Nicée, Smyrne, Attaleia sont reprises par Constantinople, qui est parvenue, enfin par les croisés initialement, mais par Constantinople ensuite, qui arrive à établir son pouvoir sur la zone. Donc ça permet de souffler un petit peu à Constantinople. Donc là, les Comnènes stabilisent la situation, la première croisade également, mais le vrai coup de boutoir, c'est 1204. C'est quand une quatrième croisade va être appelée par le pape et va être détournée par Venise. Venise va détourner la croisade et va pousser les croisés en échange du paiement de leur transport, va les pousser à aller attaquer Constantinople. Là, c'est un désastre littéral. Donc c'est les latins qui vont réellement faire donner Il y avait un déclin progressif de l'Empire, c'est certain, mais on en reparlera. On en reparlera. Mais là où il y avait un déclin progressif de l'Empire, la véritable catastrophe, c'est 1204. Là, l'Empire est démantelé, il est réduit à Nicée ici, ça s'appelle l'Empire de Nicée. Tout le reste de l'Empire ici que vous voyez va devenir des États latins, catholiques, menés par des barons catholiques latins.
Progressivement, cet empire non-nicé va reprendre Constantinople, mais l'empire ne sera plus que l'ombre de lui-même et il finira sous les coups de boutoir musulmans en 1453. Mais là, on n'en est pas encore là. Hein. On n'a pas encore 1204. Là, on est dans une situation... Venise fait ça, je vais y revenir, je vais en reparler. Il y a des raisons qui expliquent ça. Je vais en reparler après quand je vais parler de Venise, de Pise et de Gênes. T'inquiète pas. Mais rivalité commerciale principalement. Je reviendrai dessus. Voilà. Du coup, le grand opposant à ce moment-là de l'Empire, c'est évidemment le monde islamique. On l'a dit, 622, l'Hégire, Mahomet... Non, t'inquiète, non, t'excuses pas. Mais juste des fois, je vous dirai que j'en reparle après. Mais n'hésitez pas à poser des questions, s'il faut. Juste des fois, je répondrai de manière très succincte, surtout si on en reparle un peu. Et je ne veux pas rentrer non plus totalement dans les détails. Le grand empire rival de Constantinople à ce moment-là, l'autre grande puissance locale, c'est l'empire musulman. L'empire musulman ici, vous voyez, il n'est pas très étendu. Hein. Vous voyez là. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc l'empire musulman, qui a bousculé l'empire byzantin et l'empire sassanide, qui était le grand rival de Byzance pendant toute la fin de l'Antiquité, qui s'étendait ici sur l'Iran actuel, et qui était de religion zoroastrienne, et qui a été balayé par l'expansion musulmane dans les années 600-700. L'expansion musulmane, elle a 3 coups d'arrêt. On a Constantinople en 711, Poitiers ici en 732 contre les Francs, Cocorico, et Talas. On en parle peu, mais en 751, bataille de Talas, les Chinois parviennent à bloquer l'expansion musulmane. C'est les 3 coups d'arrêt symboliques de l'expansionnisme musulman. Là, on parle de ça, on est en 750. Hein. Là, nous, on est en 1132. Ici, le leader du monde musulman, c'est cette faction, le calife abbasside. Le califat abbasside. Il faut comprendre que le califat, c'est le système de gouvernement sunnite, de l'islam sunnite. C'est-à-dire que les héritiers du prophète, ils n'ont pas traversé toute l'Europe, ils ont traversé toute l'Afrique, tu vois. Ils sont partis d'Arabie, ils ont pris à l'Empire byzantin Syrie, Palestine, Afrique, Égypte, Afrique, puis ensuite Maroc, ils sont passés en Espagne en battant les Visigoths, en écrasant les Visigoths, et de là ils ont traversé les Pyrénées, ils sont allés jusqu'en France, jusqu'à Poitiers. Mais ils n'ont pas traversé l'Europe, ils ont été arrêtés à Constantinople, tu vois, pour l'instant. Donc l'Empire musulman contrôle toutes ces régions ici. Si je quitte le jeu, 2 secondes, je quitte cette partie. Oui, voilà, faut pas hésiter si jamais il y a des trucs. Tu vois ici, toutes les factions musulmanes, c'est ça. On a les Seljoukides, le califat abbasside, les Zengides, le Roum, les Fatimides et le Almoulabitoun. Tu vois. Toutes ces zones-là sont musulmanes. Sont sous contrôle musulman, on va plutôt dire. Mais donc ça en fait l'un des plus grands empires du monde, et surtout avec une extension mais d'une rapidité qui est franchement peu égalée dans l'histoire. C'est assez impressionnant. C'est au niveau d'Alexandre le Grand quasiment. Bon, ça s'est fait sur plusieurs générations quand même, mais extraordinaire quoi. Donc le califat, c'est le système de gouvernement de l'islam sunnite. C'est-à-dire que le leader ici, calife abbasside, est à la fois commandeur des croyants et leader temporel et spirituel. Héritier du prophète, successeur du prophète, et successeur en fait de Abou Bakr, qui a été le premier successeur de Mahomet. Ça aura une importance après quand on va parler du schisme fatimide. Là, ici, on est sur des sunnites. La majorité des musulmans sont sunnites, à l'heure actuelle également. Donc, les califes sont censés être les héritiers d'Abou Bakr, le premier successeur de Mahomet. Ils sont les commandeurs des croyants, si vous connaissez les Médé is no good. Et ben voilà, on parle souvent du calife, commandeur des croyants, etc. Le califat abbasside, c'est le plus important du Moyen-Âge. C'est pas le premier, juste après que le prophète et ses successeurs aient conquis tout cet immense empire, ils ont créé le califat omeyyade, qui était basé à Damas, ici. Donc il a été relativement vite renversé en 750. Pourquoi la domination des Abbassides n'est pas représentée ici comme étant sur l'entièreté du monde musulman? C'est parce que c'est un gouvernement relativement quand même, c'est un gouvernement de type féodal, donc en fait il n'exerce pas directement le pouvoir sur ces zones. Il va déléguer à des atabègues, à des émirs, à des gouverneurs, des dynasties locales, le pouvoir en son nom. Mais c'est lui qui a le pouvoir symbolique de donner l'onction à tous ces différents États. Vous voyez ? C'est un peu comme on disait Constantinople, ici, qui donnait le pouvoir en son nom aux Francs, etc., aux Ostrogoths.
Bah là, c'est pareil. Il exerce une large influence symbolique et spirituelle sur les différents États. C'est lui qui leur donne l'onction. Mais il faut comprendre qu'il respecte, hein, les autres États respectent son pouvoir. Vous allez voir que quand il y a des guerres avec les Abbassides, c'est pour remettre au pouvoir la dynastie légitime des Abbassides, contre des influences extérieures, etc. En tout cas, voilà, donc les Abbassides règnent depuis Bagdad, c'est la capitale qu'ils ont fondée, qui est une des plus importantes villes du monde. Hein. Vous voyez, là, si on regarde sa population, 80 000 habitants. Hein. 80 000 habitants. C'est monstrueux, hein. Quand vous voyez à l'époque, les villes en France et autres, c'est des villes de clodo, hein, quand même. Hein. Même au niveau sanitaire, etc., ils ont une avance considérable. Hein. Donc c'est l'une des plus grandes villes du monde. Et ça le sera jusqu'en 1258 aux invasions mongoles. Globalement, ça va être la fin du califat abbasside à ce moment-là. Les Mongols vont débouler des steppes d'Asie, vont écraser les présences musulmanes en Iran, et ensuite vont passer et vont prendre Bagdad en 1258. C'est une catastrophe, hein, la prise de Bagdad en 1258. Hein. Elle est mise à sac, la population est massacrée. La grande bibliothèque de Bagdad, qui était une des plus importantes bibliothèques du monde, elle est incendiée et détruite. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Oui, je dis c'est peut-être la ville la plus importante du monde. Je suis un peu. Ouais, t'as raison. C'est quand même Constantinople. Constantinople à l'époque, je crois que j'avais déjà vu, on est autour de 400 000 habitants, quoi. Donc là, les 400 000 habitants sont pas mis dans le jeu, mais Bagdad atteindra le million d'habitants. Pas forcément en 1132, mais elle le fera, en fait. À son âge d'or, elle atteindra, je crois, le million d'habitants. Voilà, merci, tu vois. On atteint le million d'habitants à son apogée. Donc ça, c'est pas totalement représentatif. C'est fait pour donner une échelle. Mais voilà, si vous voulez un autre petit tips, les Abbassides, c'est la dynastie que vous aurez dans le nouveau Assassin's Creed qui est sorti, auquel je joue pas, hein, mais ils ont sorti Assassin's Creed Mirage, on est en 850, c'est une des crises de la dynastie des Abbassides. En 850, on a une très importante révolte d'esclaves. 850, la révolte des anges. Mais un des autres graves problèmes auxquels ils vont avoir à faire face, c'est l'arrivée des Seljouks. Alors, ils sont où les Seljouks? Ils sont là. L'arrivée des Seljoukides, hop, qui va être un des autres problèmes auxquels va être confronté le califat abbasside. Les Seljouks, on aura l'occasion d'en parler, c'est un des très nombreux peuples qu'on va dire turcophones. Hein, c'est les Turcs Seljoukides, un des peuples turcophones nomades d'Asie centrale. À la base, ils viennent du Khorasan, etc., de toutes ces régions, même encore plus à l'est. Hein, parce qu'à l'origine même, tous ces peuples nomades viennent même du fin fond des steppes mongoles et chinoises quasiment. Hein. On en est à moitié là. Puis ensuite, ils se déportent ici, dans les migrations, ils arrivent au bord de la Caspienne. Ensuite, souvent, ils passent ici, dans les régions du Don, et finissent ensuite dans la région du Don, là ici, du Dniepr, en Ukraine actuelle, et ils passent en Europe. C'est un peu les migrations traditionnelles de bon nombre de peuples turcophones. Une autre voie ici, ça va être de passer par ici, vous voyez, et par l'Iran actuel. Ces peuples ici, donc, les Seljoukides, ne sont pas des envahisseurs au sens propre quand ils arrivent dans toute cette région et quand ils vont s'étendre même bien plus loin dans l'Irak et dans la Syrie actuelle. C'est ce que je vous disais, pour eux, ils n'attaquent pas les Abbassides. Quand ils arrivent, c'est des peuples turcophones d'Asie centrale qui sont relativement fraîchement islamisés, ils sont sunnites. Quand ils vont arriver dans les années 1050, etc., ils vont prendre Bagdad, mais ils vont prendre Bagdad pour rétablir le pouvoir légitime du calife sunnite. Pas pour battre les sunnites. Exactement, voilà. Ils vont battre les chiites. On reviendra sur les chiites. Voilà. Il y avait... Alors, c'était pas qu'ils étaient... vassal, ouais. Enfin, si tu veux. En fait, c'est aussi que à l'époque, tout le gouvernement était d'influence chiite. Le calife est sunnite, mais toutes les élites étaient chiites. Ça va être un peu le casus belli utilisé par les Seljouks pour prendre Bagdad. Et pour imposer leur pouvoir. T'as pas tort en disant que c'est un vassal de fait. Mais symboliquement parlant, l'Abbasside, le calife abbasside n'exerce pas le pouvoir, mais il le délègue aux Seljouks, qui exercent le pouvoir réel. On aura l'occasion de parler de ce genre de situation similaire quand on parlera de l'histoire de France. Mais donc voilà. Donc le Seljouk fonde son empire en Iran, passe au Proche-Orient. Là, on ne le voit pas ici, du coup, hein, mais ensuite, il prend toute la Syrie actuelle, l'Irak actuel, etc. Et ensuite, c'est ce qu'on disait, il passe en Anatolie.
il passe en Anatolie, et là ça va être la grande victoire de Manzikert en 1071, où il écrase l'Empire byzantin, et il va fonder le sultanat de Roum. Sultanat de Roum, parce qu'en fait, du coup, c'est le sultanat où vivent les Romains, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il s'appelle sultanat de Roum. Autre conquête des Seldjoukides, la Terre Sainte. Autour de 1080, les Seldjoukides s'emparent de la Terre Sainte. C'est le casus belli des croisades. Pourquoi il va y avoir les croisades? Pourquoi on prend les croisades alors que, comme je vous ai dit, la Palestine, elle est tombée autour de 700 et quelques, de 650. Salut Toutadix. Salut. Nouveau viewer, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On est sur une petite session histoire, hein. Là, ici, on n'est pas sur Medieval 2, ça va vraiment être explication historique, j'espère que ça va te plaire quand même. J'en profite pour reboire parce que je parle beaucoup et je m'excuse d'avance si je parle un petit peu vite, hein. Je vais essayer de calmer mon débit de parole. Donc pourquoi les croisades si tardives en 1095 seulement, alors que la Palestine devient musulmane autour des années 600-700? C'est uniquement parce qu'il y a cette invasion des Seldjoukides. Avant, impeccable, écoute, bienvenue à toi alors, prends place, assieds-toi, installe-toi. Et découvre cette petite toile de fond de Medieval 2 Total War. Les Seldjouks s'emparent de la ville. Avant, c'était les Fatimides. Les Fatimides laissaient les pèlerins chrétiens venir honorer les lieux saints du christianisme. Les Seldjoukides vont bloquer les pèlerinages. Ils vont commencer à faire des espèces on va dire, de sacrilèges, etc. Enfin bref, ils vont exciter un peu les passions. Inquiétude du monde chrétien face à cette perte de Jérusalem et face en même temps à Manzikert et au recul profond du monde orthodoxe et du monde chrétien orthodoxe en Anatolie. Évidemment, il y a eu ce schisme dont je vous ai parlé, 1054, schisme symbolique entre Orient et Occident au niveau des églises chrétiennes. Mais malgré tout, ça reste des chrétiens. Les relations sont tendues, mais le vrai schisme de fait, il apparaîtra en 1204. C'est là vraiment où chrétiens, orthodoxes, grecs et latins ne pourront plus s'encadrer. Mais avant, il y a des relations possibles. Donc du coup, ça va être le casus belli des croisades. On va reparler des croisades juste après, mais avant, on va parler du sultanat de Roum. Quand même 2 secondes pour vous montrer où il est tendu. Voilà. Hop, il faut juste que ça charge. Et voilà. Le sultanat de Roum, c'est ce que je vous disais, c'est un état seldjoukin. C'est un état turc seldjoukide. Là, il est très peu étendu. Normalement, il faut voir qu'il prend quand même une large part de l'Anatolie. Certes, il s'est fait un petit peu bousculer par la première croisade, mais normalement, il prend vraiment une large part de l'Anatolie. C'est l'État islamique, du coup, qui a été créé après la bataille de Manzikert, et qui domine le peuple de Rome, de Roum, donc qui sont des dhimmis à l'époque. Hein. Les dhimmis, c'est tous les peuples chrétiens, juifs, etc., non musulmans, qui vivent en terre musulmane, et qui payent l'impôt. Ils vont payer le halach, qui est l'impôt que payaient les non musulmans à l'époque. Ce qui fait qu'en fait, la majorité de la population de toutes ces zones n'est pas musulmane. Il faut comprendre. Hein. Même encore à l'époque en Palestine. Quand les croisés arrivent, il y a une bonne partie de la population qui est juive, chrétienne, copte, etc. Des chrétiens orthodoxes, des chrétiens même catholiques, etc. Enfin, catholiques, des chrétiens latins. Une bonne partie de toutes ces populations n'est pas musulmane. Parce qu'en même temps, du coup, ça rapporte énormément d'argent aux populations, toutes ces populations non musulmanes. Ça rapporte énormément de revenus au gouvernement musulman. La capitale était à Nicée à l'origine, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, hein, ils étaient aux portes de Constantinople, mais les croisés les repoussent, bataille de Dorilé, etc. Voilà. C'est le sultanat de Roum qui va être aux prises avec toutes les croisades, notamment la première, notamment la deuxième, notamment la troisième. Première croisade, ils vont se faire bousculer ici, Dorilé, etc. Les croisés vont réussir à traverser l'Anatolie et arriver jusqu'à Antioche et Jérusalem. Deuxième croisade, il va y avoir la grande défaite de l'empereur germanique Conrad qui va être battu par le sultanat de Roum. Et je crois également, troisième croisade, je crois que c'est en Anatolie que meurt l'empereur Barberousse, Frédéric Barberousse, qui va être battu par le sultanat de Roum. Il me semble. Je dis peut-être une connerie là. Donc voilà pour le sultanat de Roum, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est en fait qu'il va tenir pareil jusqu'aux invasions mongoles. Hein. Oui, ça j'avais vu ça, ça c'est assez stylé. Hein. Assez stylé ça. Jean-Paul II, hein, qui a passé beaucoup de temps à s'excuser auprès de la terre entière. Mais là, pour le coup, il a peut-être raison. Ouais. Là, pour le coup, quand même, on a pu s'en vendre les doigts. Hein. Franchement, c'est un des pires événements de l'histoire chrétienne, hein, quand même. Hein. 1204, c'est une catastrophe. Et donc, comme je vous disais, le sultanat de Roum va tenir jusqu'aux invasions mongoles. Hein.
Globalement, hein, les invasions mongoles vont vraiment bousculer le monde islamique. Hein. Elles vont balayer les Seldjouks, balayer le califat abbasside, balayer le sultanat de Roum. L'autre petite puissance locale qui est peu connue, et qui n'est pas dans le jeu de base, du coup, qui n'est pas dans le jeu de base Vanilla, quand vous démarrez en 1080, c'est l'émirat Zengid. Je vais d'abord vous parler des royaumes croisés avant, justement. On va rester un petit peu chronologique, pour que ce soit plus clair pour vous. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Si vraiment vous avez des questions, si je parle chinois, si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas. Hein. Ou si vous avez besoin de précisions supplémentaires, s'il y a un événement historique dont je ne parle pas, faut pas hésiter à le dire. Voilà les royaumes croisés. On va reprendre tranquillou pilou. Donc, d'abord la première croisade. Ça, je vous en ai déjà parlé. 1095, le pape Urbain II va appeler à la croisade à Clermont, Clermont-Ferrand, hein, en France. Il va appeler à la croisade pour libérer les lieux saints de l'influence seldjoukide. Dans l'idée, il y a également, en filigrane, soutenir l'Empire romain défaillant. Donc les croisés vont parvenir à traverser l'Anatolie, vont prendre Antioche et vont prendre Jérusalem. On est en 1099, prise de Jérusalem. Ce qui est quand même cocasse, hein, c'est que quand les croisés vont arriver à Jérusalem, eh ben c'est plus les Seldjoukides. En fait, les Seldjoukides se sont déjà fait poutrer par les Fatimides, qui ont repris la ville, et qui, en fait, en quelque sorte, auraient pu remettre en place l'accès au lieu saint pour les croisés. Donc c'est un petit peu con. Mais là, de toute façon, il n'était plus question de ça. Hein. Les chrétiens, les croisés étaient vraiment fanatisés. Hein. La prise de Jérusalem, c'est l'événement qu'on prend comme exemple principal dans les croisades pour dire que les croisés étaient des bouchers et des bouchers absolus. Alors, il y a un livre qui est très intéressant, c'est Les croisades vues par les Arabes, hein, vous pouvez le lire, c'est un excellent livre, qui a tendance quand même à prendre parti, hein, évidemment. Mais les croisés ne sont pas des génocidaires, hein, ni des colonisateurs à l'époque. Hein. Les croisés ont vraiment cet objectif de libérer Jérusalem uniquement, mais pas de massacrer toutes les populations locales. À Jérusalem, ils le feront. À Jérusalem, il y aura vraiment un massacre abominable. Mais le reste du temps, la coexistence se passe bien. Les actes de cannibalisme entre croisés, hein, notamment je crois au siège d'Antioche, hein, qui a été extrêmement difficile, voilà, ça a contribué à la légende noire des croisés de la première croisade aux yeux des musulmans. Hein. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les croisés sont quand même des fanatiques religieux. Et c'est ça qui va choquer le monde musulman aussi, c'est leur efficacité prodigieuse au combat, des chevaliers en armure extrêmement résistants, vous n'arrivez même pas à les flinguer à coups de flèche, et des mecs complètement fanatisés qui vont avec une poignée de mecs, il faut voir que c'est une poignée de mecs quand même. Ils sont à environ 100 000 quand ils sont à Constantinople, ils vont d'ailleurs faire peur au Basileus, hein, qui va se demander, le Basileus c'est l'empereur de Constantinople, ils vont faire peur au Basileus, qui va les envoyer là-bas, mais je crois qu'ils sont 10 000 hein, après, hein. Ils sont environ 10 000 quand ils arrivent à Jérusalem. Mais c'est un événement formidable, hein, la première croisade. Hein. Vous avez toute l'Europe qui participe. Hein. Vous avez des Normands envoyés par le roi d'Angleterre, vous avez des membres de la famille royale française, des barons de Lotharingie et de Flandre, vous avez des barons toulousains, vous avez des Normands qui sont établis là. Enfin, il y a vraiment toute la chrétienté qui participe. C'est un événement extraordinaire, la première croisade. Il faudra en reparler d'ailleurs. Là, évidemment, pour les besoins du jeu, les États croisés sont réunifiés en une seule faction. Sinon on s'en sortirait pas. Mais quand les croisés prennent tous ces États, ils constituent plusieurs États indépendants, sous la suzeraineté théorique plus ou moins relative du royaume de Jérusalem, mais globalement il y a 4 États différents. Vous avez le royaume de Jérusalem, le principal évidemment, celui qui a la force symbolique. Vous avez ensuite la principauté de Tripoli, ici, principauté d'Antioche, et le comté d'Édesse. Le comté d'Édesse, c'est le premier qui tombera. C'est le premier qui tombera justement en 1144, je crois, et qui sera à l'origine de la deuxième croisade. C'est quand Édesse va tomber que la deuxième croisade va être lancée, mais elle échouera à le faire. Ensuite, vous aurez la chute de Jérusalem en 1187 par Saladin, on en reparlera, qui justifiera la troisième croisade. Et ensuite, à terme, Antioche et Tripoli finiront par tomber. Antioche a un statut un peu particulier parce qu'il va alterner en continu entre un statut de principauté indépendante et de vassal de Constantinople. Le Basileus, l'empereur romain, estimera toujours que Antioche est son dû légitime. Et ça, c'est quelque chose qui va entamer les relations entre croisés et byzantins pendant tout le long des croisades. Il y a un 5e État croisé, c'est Chypre, mais on n'en parle pas, il est relativement secondaire. Mais voilà, comme je vous disais, en 1187, finalement, Jérusalem va tomber
face à la première vraie unification du monde musulman depuis le début des croisades, sous Saladin, hein, on en reparlera juste après. Et finalement, ils vont se faire grignoter. Hein, les croisades ne seront pas suffisantes, les croisades de secours ne seront pas suffisantes, ils se feront grignoter. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que l'esprit de croisade va perdurer. Le pape, pendant toute une immense période, même en fait, pour ceux qui regardent Napoléon, Total War, etc., il y a un côté croisade quand Napoléon va en Égypte. C'est pas le cœur du truc, hein, évidemment, hein, bien sûr que non. Il y a un côté croisade. Mais de véritables croisades ont lieu partout ailleurs en Europe. Évidemment, la Reconquista est une croisade. Les Albigeois, ici, contre les hérétiques cathares, c'est une croisade. Vous avez des croisades à l'est, ici. Enfin, vous avez des croisades partout. Et vous en aurez après partout. Contre les Ottomans, c'est des croisades qui sont levées. Les batailles de Lépante, etc., dans les années 1500, c'est des croisades. Donc l'esprit de croisade continue. Et ça reste un objectif pour tous les rois catholiques encore. En 1300, 1400 et quelques, on parle encore d'aller monter une croisade, etc. C'est quelque chose quand même d'assez symbolique, hein, et d'un vœu pieux, mais c'est présent dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif. Et beaucoup pensent aller reprendre Jérusalem. Où sont les Zengides? Voilà. On va parler maintenant des Zengides. Maintenant qu'on a parlé de la constitution des États croisés, on va parler des Zengides. Parce qu'en fait, on peut quand même s'étonner que les croisés aient réussi à s'établir aussi facilement. Alors que comme je vous l'ai dit, c'est une poignée. Hein. C'est quand même une poignée. Antioche et Édesse sont là, vous voyez. Mais il faut comprendre que le monde musulman était extrêmement divisé à l'époque. Extrêmement divisé. Comme je vous l'ai dit, c'est un pouvoir nominal, c'est un pouvoir symbolique, le pouvoir des Abbassides. Même les Seldjouks, tous les princes, les émirs turcs de la zone se battent entre eux et sont incapables de s'unir. Mais c'est un peu valable aussi pour les États croisés après derrière. Les croisés étaient unis pendant la première croisade et c'est ça qui a fait leur force. C'est pour ça qu'ils ont réussi à bousculer tous ces potentats locaux qui, eux, n'étaient pas des fanatiques religieux. Il y avait l'islam était beaucoup moins fort au niveau de la ferveur religieuse que n'était le christianisme à l'époque. Êtes-vous ici pour négocier? Et donc, vous allez avoir des potentats locaux, des émirs, qui vont utiliser les croisés pour battre leurs adversaires politiques de la zone, qui vont être pragmatiques, et qui vont dire, il y a une nouvelle force politique qui s'installe dans la zone, on l'utilise. Les croisés, après, finiront par faire pareil. Vous voyez? Vous allez avoir des batailles, vous allez avoir un seigneur musulman contre un autre, et de chaque côté, vous aurez des États chrétiens qui vont les soutenir. Donc, c'est pas aussi simple que ce qu'on dit, hein. Il n'y a pas de manichéisme. Hein. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que les Zengides, c'est les premiers à faire une réponse organisée contre les croisés. C'est les premiers à parler de djihad. C'est les premiers à parler de guerre sainte contre les croisés. Ça va être un tournant majeur. Ça va être un tournant majeur. Désolé, hein, je bois un petit peu. C'est un tournant majeur. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Hop, attendez, il est où? Voilà. L'émir des Zengides. C'est lui. C'est vraiment un tournant majeur, les Zengides. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Zengi, c'est l'émir, c'est un officier de l'armée seldjoukide, hein, c'est un Seldjouk. C'est un Seldjouk qui devient émir de Syrie. Il a travaillé pour l'Atabeg, pour le seigneur de Mossoul, hein, Al-Mosil, c'est ça, c'est Mossoul, hein, si vous avez suivi les histoires avec l'État islamique. C'est Mossoul. Il va devenir émir de Syrie. Il va devenir un puissant seigneur local et c'est lui qui va unifier les efforts des musulmans contre les croisés. Et c'est lui qui va reprendre Édesse. Édesse qui est là, vous voyez. Voilà. Il reprend Édesse en 1144, si je dis pas de bêtises. Première grande victoire efficace des musulmans à l'époque. Prise d'Édesse. Mais il faut comprendre que les Zengides vont avoir une influence beaucoup plus importante encore. Parce que Zengi va vite mourir. Et son état va se déliter relativement vite. Son fils, c'est Nour al-Din, hein, c'est lui. Son fils, c'est Nour al-Din. Il va prendre sa succession, mais il va avoir une influence extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va envoyer un de ses seconds en Égypte. On va passer sur l'Égypte maintenant. Hop. J'espère que tout est toujours clair. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Si à un moment donné, ou si je vous saoule, ou si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Surtout. Pas non plus que j'aille trop vite, hein. Je veux pas que ça prenne trop de temps, mais faut pas... Putain, il est déjà 22h47 quand même. Hop. Il va aller en Égypte. Pourquoi en Égypte? Pourquoi les Zengides vont envoyer des officiers stabiliser l'Égypte? L'Égypte, à l'époque, est une concurrente du calife abbasside.
Ah, bah super, merci. L'Égypte à l'époque est une concurrente du calife abbasside. Je vous ai dit que tous les États musulmans de la zone reconnaissaient l'autorité du calife. C'est faux. Les Fatimides égyptiens ne reconnaissent pas l'autorité du calife. Ah, on n'entend pas beaucoup. Ah, on n'entend pas beaucoup, Lénore. Ah, il m'énerve. Lénore, il cuve son vin avec le cureton de Kingdom Come Deliverance. Saïda, puissance locale. L'Égypte fatimide est une concurrente du califat abbasside. Pourquoi? Parce que l'Égypte est chiite. Donc là, on va parler de l'opposition chiite-sunnite. Fondamentalement, au niveau religieux, il y a un vrai fond religieux, c'est qu'en fait, je vous ai dit que les sunnites étaient les héritiers d'Abou Bakr. Abou Bakr qui était le successeur nominalement désigné par le prophète à sa mort. Les chiites estiment que... Hop, il n'y a pas un petit trait de... Non, il n'y a pas de trait de faction. Founder of Royal Dynasty. Les chiites fatimides estiment que le véritable successeur du prophète est son gendre et cousin. Si vous connaissez un peu, c'est Ali. Ali est, pour les chiites, le véritable successeur du prophète. Et donc les chiites ne reconnaissent pas l'autorité des califes. Et les fatimides sont des chiites. Donc les fatimides ne sont pas sous l'autorité, on va dire, symbolique du calife. Ça a une incidence aussi du coup, puisqu'en fait, ces fatimides initialement étaient en Afrique, en opposition, et ils vont conquérir l'Égypte. Ils vont conquérir l'Égypte. Mais à cette époque, l'Égypte est profondément déstabilisée par des querelles successorales, des dirigeants, des leaders qui sont peu autoritaires, peu efficaces, etc. Il y a même un moment donné où, je crois d'ailleurs, voilà, c'est le roi Foulque de Jérusalem, il y a même un moment donné où l'Égypte sera tributaire du royaume de Jérusalem. En quelque sorte, vassal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Hein. C'est-à-dire que le roi de Jérusalem va envoyer une armée occuper le Caire, ou peu s'en faut, faire pression sur le Caire, et va contraindre le leader fatimide à lui payer tribut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Hein. Oui, c'est ça. La sœur, tu vois. Voilà, exactement. D'accord. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça, t'as raison. T'as raison. C'est ça. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il se réclame légitimement de cet héritage. Hein, puisque la sœur de Mahomet, femme, je crois que c'est la femme de Ali, si je dis pas de bêtises. C'est la femme de l'héritier du prophète selon les chiites. Si je dis pas de bêtises, hein. Faudrait vérifier ça quand même. Là, je m'égare un peu. Donc l'Égypte est profondément déstabilisée. Et menace même de tomber dans quasiment l'escarcelle des croisés. Hein. Donc il faut comprendre que la chute des royaumes croisés n'était pas assurée. Vous voyez? C'est parce qu'il y a eu cette réponse des Zengides et ensuite de Saladin. Parce que qui est l'officier que Nour al-Din, le fils de Zengi, va envoyer stabiliser l'Égypte? C'est le père de Saladin. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le père de Saladin. Le père de Saladin, c'est Ayoub, hein, c'est... Oui, alors je ne saurais pas si c'est l'oncle de Mahomet. Hein. Mais oui, vous voyez, ils sont tous descendants du prophète. Il faut bien comprendre ça. Hein. Dans l'idée, les califes sont les descendants du prophète. C'est juste qu'il y a un conflit entre les branches. Voilà. Abou Bakr, alors c'est vrai qu'il faudra revoir ça quand même. Ils ont une origine quand même, une légitimité à prendre. C'est pour ça qu'ils sont respectés hein, et qu'on continue à les garder. Et c'est pour ça que jamais vous aurez une usurpation du califat par quelqu'un qui n'est pas de la famille du prophète. Ça, c'est pas possible. C'est comme un roi dans un royaume chrétien normal. Hein. Mais donc voilà. Donc les Zengides vont envoyer leur officier qui est... alors j'ai mis le nom quelque part. Attendez, j'ai écrit ça quelque part. Ah, je trouve plus le nom, mais globalement il s'appelait Ayoub. J'avais mis des papiers, je trouvais rien. Bon bref. Globalement il s'appelait Ayoub. On va l'appeler Ayoub. Le fils de ce Ayoub est Saladin. Le fameux Saladin. Saladin va réussir à rétablir la situation, il va consolider, il va renverser le sultan fatimide, rétablir le sunnisme en Égypte, d'accord? Et à côté de ça, donc redevenir sous la tutelle du califat abbasside, et il va créer la dynastie des Ayyoubides. Il va remplacer les Fatimides par les Ayyoubides. Et ces Ayyoubides vont établir leur légitimité sur l'Égypte et sur la Syrie. Si vous regardez Kingdom Come Deliverance, c'est pour ça que Saladin et Kingdom Come Deliverance, putain. Kingdom of Heaven, le merveilleux film Kingdom of Heaven de Ridley Scott, si vous regardez ce film, c'est pour ça que Saladin est si puissant. Parce que Saladin a réussi à renverser la tendance totalement. Et là, vraiment, il va pouvoir mener la reconquête de Jérusalem. Depuis Damas, puisqu'il règne sur la Syrie et l'Égypte, il va pouvoir mener une réponse coordonnée des musulmans contre les chrétiens.
Et il va remporter la victoire de Hattin en 1187 et prendre Jérusalem dans la foulée. Et là, vraiment, c'est la fin des croisades. C'est la fin des royaumes croisés, pardon. Il y a d'autres causes aussi à la déstabilisation du royaume de Jérusalem, hein, notamment le fait que le roi Baudouin IV était lépreux. Hein. Pareil, regardez Kingdom of Heaven, merveilleux film. Exactement, Baudouin IV, Baudouin IV, le roi lépreux. C'est ça, merveilleux film. Hein. Merveilleusement bien joué, Baudouin IV et Saladin, la relation est géniale. Voilà. Baudouin IV, le roi lépreux, qui pourtant avait été prometteur, mais qui, mourra et déstabilisera le royaume. Enfin bref, ça on fera des vidéos là-dessus. Et donc voilà, Saladin va pouvoir remporter la victoire et prendre Jérusalem. Et globalement, les Mamelouks d'Égypte... Ah, il est merveilleux. Si. C'est le meilleur film de Ridley Scott, je trouve. Peut-être Gladiator qui est très bien, mais en tout cas, c'est le niveau historicité, c'est le meilleur film de Ridley Scott. Et c'est pas peu dire. Même par exemple, Renaud de Châtillon, dedans, et Seigneur de Kérak, une petite forteresse qui est là, il est très caricatural, mais les scènes que vous voyez avec Renaud de Châtillon ont un sens. Je rentre pas dans les détails, mais même les scènes qui sont pas historiques sont tirées d'événements historiques. Donc vraiment, il est excellent ce film. Excellent. Et juste pour finir sur l'Égypte, les Mamelouks d'Égypte, donc les Ayyoubides et les Mamelouks, seront les seuls musulmans de la zone à repousser les Mongols. Je sais plus le nom de la victoire, peut-être Abou Tarif, je sais plus le nom. J'ai plus le nom. Abou Yari, je sais plus le nom. Mais c'est les seuls à remporter une victoire et à arrêter l'expansion mongole. Voilà. On va finir avec le dernier État musulman, les Almoravides du Maghreb et d'Espagne. Hop, les voilà. Alors par contre, je sais pas pourquoi ils ont pris cette année, au final. Parce que c'est assez con, parce qu'on est à la veille de bouleversements assez importants, qui du coup ne peuvent pas être présents pour ce monde-là. Donc comme je vous ai dit, conquêtes musulmanes qui vont aller jusqu'au Maghreb, traverser le détroit de Gibraltar, écraser le royaume wisigoth barbare, Aïn Jalut, merci. C'est ça. Tu peux mettre mongol en normal, normalement j'ai autorisé mon bot à ce mot. Merci, c'est Aïn Jalut, exactement. Bataille peu connue, mais qui est extrêmement importante dans l'histoire, et qui est une fierté pour le monde musulman et pour les Mamelouks. Et du coup, ils traversent Gibraltar. Ils traversent Gibraltar, ils écrasent le royaume wisigoth, et ils poussent jusque Poitiers. À Poitiers, coup d'arrêt par Charles Martel et les Francs. Ils repassent les Pyrénées, et globalement, ils occupent toute l'Espagne. Là, vous voyez, ils sont déjà en reflux. À l'origine... Ah bon. Pourtant. Ah, peut-être mes Mongols. Ouais, je vais regarder. Peut-être Mongol avec un S. À l'origine, il faut comprendre que c'était pas la dynastie des Almoravides qui régnait. J'ai pas le... Almoravitoun, c'est Almoravide, globalement. Bon, on n'a pas le nom. À l'origine, c'était pas les Almoravides qui régnaient. C'était les Omeyyades. On en a parlé, mais les Omeyyades de Damas, c'était le premier califat sunnite de la zone. Ils se sont fait poutrer par les Abbassides, et les Omeyyades ont fui ici. Donc historiquement, le califat d'Al-Andalus était un califat. C'est pour ça qu'on parle du califat d'Al-Andalus. C'est parce que les Omeyyades d'Al-Andalus, l'âge d'or de l'Espagne musulmane, ne reconnaissaient pas les Abbassides de Bagdad. Vous voyez? Mais finalement, ils vont se faire renverser. Ils vont se faire renverser par les Almoravides. Almoravides originaires du Maroc, ici présent. C'est ça. Ils vont originaires du Maroc, ici présent. Il faut comprendre que c'est pareil, c'est comme en Terre Sainte. C'est pas des dynamiques aussi manichéennes que ce qu'on veut bien dire. En fait, il y a une succession, une série, une multitude de petites principautés musulmanes qu'on appelle les taïfas, qui vont globalement être à un moment donné jusqu'à l'Èbre, ici. Il faut voir qu'on en reparlera quand on parlera des États chrétiens de la zone, mais ils vont être jusqu'à l'Èbre. Toutes ces taïfas vont se faire la guerre, de manière extrêmement décomplexée, en s'alliant ici et là des États chrétiens qui vont faire pareil. Les États chrétiens vont par moments prêter serment, payer des tributs à des États musulmans. C'est extrêmement variable. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire du Cid, au-delà du film avec Charlton Heston qui est très bien,
Le Cid, c'est ça, hein, c'est un mercenaire chrétien qui se vend un temps aux chrétiens, un temps aux musulmans, etc., de manière totalement décomplexée, et qui à un moment donné sera roi de Valence, s'y présente. Hein. Valencia, c'est Valence. Voilà, voilà, donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien croire. En tout cas, les Almoravides sont originaires du Maroc, et c'est pour ça que je dis que ça me surprend un petit peu, c'est qu'en fait, en 1140, les Almoravides vont être remplacés par les Almohades, originaires du fond du Maroc et de la Mauritanie. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça en 1132. Pour ce pays-là, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais parce que d'autant que les Almohades, autant les Almoravides sont sur le déclin, vous voyez, ils ont perdu Tolède face aux Castillans. Tolède est ici, on va en reparler. Autant les Almohades, en les remplaçant, vont repartir sur une phase d'expansion, notamment vers l'Afrique. Ils vont reprendre la région de l'Ifriqiya, ici présente. Mais à terme, pareil, incapable d'unir les efforts de toutes les taïfas contre les chrétiens. Et le coup le plus net, ça va être la bataille de Las Navas de Tolosa, 1212. Magnifique bataille, extrêmement stylée. Vous allez avoir tous les chrétiens de la zone, tous les chrétiens d'Europe qui vont venir se battre. Pas au sens, ils vont pas être des milliers et des milliers, mais vous allez avoir des mecs qui viennent d'Italie, d'Allemagne, de France, partout. Des croisés de partout. C'est une croisade, hein. C'est vraiment une croisade. On considère ça comme la Reconquista, comme si c'était distinct, mais c'est une croisade. Et ils vont remporter une victoire décisive sur les musulmans en 1212. C'est là que progressivement, la présence musulmane va péricliter. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Et elle va bientôt péricliter. Et ensuite, le royaume de Grenade, Granada, il va durer jusqu'en 1492. Mais globalement, il va durer très longtemps ce royaume de Grenade. Hein. Pendant un long moment, la présence musulmane, elle va durer sur ce petit royaume de Grenade, parce que vous allez avoir des troubles dans les États chrétiens. Bon, et bien on parle beaucoup quand même. Hein. On parle beaucoup. Je pense que je vais faire en deux parties. Enfin, je vais diviser le live en deux. Mais on va finir l'Espagne. On va commencer à parler des pays chrétiens. On va parler de l'Espagne. Donc globalement, si on veut conclure sur le monde oriental, vous avez Byzance, bien sûr, qui est toujours à l'époque une puissance symbolique extrêmement importante et une puissance régionale d'envergure. Hein, Constantinople qui exerce une fascination monstrueuse, hein, qui est la reine des villes, hein, la reine des villes, la Rome moderne. Hein, voilà, vous avez l'Empire byzantin qui tient face à un monde musulman qui est en train de se réorganiser pour lutter contre les croisades et qui bientôt tombera sous les coups des Mongols en 1220, 30, 50. Voilà, voilà. On va pouvoir commencer à parler des États chrétiens latins. Et on va commencer en continuant sur l'histoire de l'Espagne. Voilà, voilà. Tac. Alors, on peut démarrer avec le royaume principal, qui est le royaume de Castille et de Léon. Il faut comprendre que les royaumes chrétiens, comme on l'a dit, c'est très ambigu. Vous avez des dynasties assez complexes, extrêmement entremêlées, qui expliquent qu'en fait, là, par exemple, vous avez beaucoup plus de royaumes que ça. Vous avez le royaume de Galice, le royaume de Léon et le royaume de Castille, plus celui de Navarre et d'Aragon. Tous ces États vont avoir des dynasties entremêlées à coups de mariage, etc., ce qui va occasionner énormément de guerres, de grandes réunions de royaumes, puis de grandes désunions, de grands partages et de grandes guerres de succession. Ce qui explique en fait que la Reconquista, quand elle va s'amorcer, va être assez longue. Vous voyez, là quand même, ils en sont plutôt pas mal là. Hein. Ils ont repris une bonne moitié de l'Espagne. Pourtant, on en a encore 350 ans de Reconquista à faire. Hein. Donc on n'en est pas sorti de l'auberge. Vous voyez, Tolède vient d'être prise. Ah ouais, ça devait être magnifique. Hein. Ça devait être magnifique. Franchement, à l'apogée de sa puissance, comme ça devait être extraordinaire. Ça devait être extraordinaire. Franchement, la reine des villes, hein, après Rome. La Castille et Léon, on peut dire, c'est l'État chrétien ibérique qui est l'héritier du seul survivant de la conquête musulmane. Quand les Visigoths se font exploser la gueule par les musulmans, il y a un État qui va survivre, c'est l'État des Asturies, qui va être ici. Vous voyez, niché derrière les montagnes. Niché derrière les montagnes, qui va survivre au 8e siècle. Ah, excellent. Au 8e siècle. Les résistants ils vont se réfugier dans les montagnes ici, les montagnes de Cantabrie.
Et ils vont parvenir à survivre. Et ils vont amorcer la Reconquista sur plus de 700 ans. C'est quand même formidable hein, quand on y pense. Hein. Et c'est pareil, c'était pas gagné. Hein. Il n'y avait rien qui promettait une Reconquista. Hein. On aurait pu être dans un univers alternatif où l'Espagne est musulmane. Hein. Et là, ce petit royaume des Asturies, niché dans les montagnes de Cantabrie, il va réussir à réamorcer toute la Reconquista. C'est assez fameux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais globalement, ce royaume va s'étendre et va devenir le royaume de Léon, en prenant la ville de Léon qui est juste là, derrière les montagnes. Vous voyez ? Ce royaume de Léon, il va être l'impulsion de la Reconquista. Pourquoi ? Parce que c'est lui notamment qui va aller reprendre le Saint-Jacques de Compostelle et qui va pouvoir donner une dimension religieuse à cette reconquête. D'où la Reconquista, vous voyez ? Les Visigoths étaient déjà chrétiens, mais c'est eux qui vont créer cet imaginaire de la Reconquista. En parallèle, la Castille, c'est un petit comté, ici, qui va être élevé au rang de royaume après une crise successorale un petit peu complexe dans les années 1100 et autres. Mais voilà, ces deux royaumes ils vont être unis par ce roi-ci, Alfonso de León. C'est le roi du Cid. C'est le roi du Cid. C'est le roi qui va réussir à réunifier la Galice, la Léon et la Castille. C'est un roi important qui est assez décrédibilisé, hein, parce que voilà, il est arrivé au pouvoir dans des circonstances un petit peu troubles, mais c'est un roi important. C'est lui qui réunifie les trois royaumes. C'est pour ça qu'il est uni là, à l'heure actuelle. Sous la dynastie des Jiménez, ça. Hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Non. Bon, écoutez. Voilà. Là, on n'est pas sous le même roi. Hein. Alfonso, il réunit ça quand même plusieurs années auparavant. Là, on est sur un autre roi. Et c'est ce royaume qui va être le premier moteur de la Reconquista, malgré tout un tas de conflits internes avec ses voisins. Qui sont ses voisins ? Ses voisins, c'est l'Aragon notamment et la Navarre. Alors, on va se mettre sur l'Aragon. Hop. Je rentre pas trop dans les détails, hein, vous voyez. Après, je vais pas non plus m'embarquer, parce que là, vraiment, c'est complexe. Hein. Les successions de ces états-là, elles sont extrêmement complexes. Hein. C'est un imbroglio dynastique monstrueux. Le royaume d'Aragon, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors, l'Aragon. L'Aragon à côté, c'est pour ça que ce jeu est quand même un peu plus historique quand même. Hein. Pourquoi ? Parce que la Navarre n'existe pas à ce moment-là. Vous ne le voyez pas ici, ce royaume de Pampelune, ici. Pourtant, malgré tout, elle existe à cette période. C'est un peu ce qu'on appelle le royaume basque, c'est-à-dire un agglomérat de chrétiens et de musulmans, c'est un petit peu complexe, qui va réussir à résister un peu aux carolingiens, aux musulmans, etc. Hein. Charlemagne, quand il passe à Roncevaux, c'est contre des basques qui se bat. Hein. C'est pas contre des musulmans. L'embuscade qui tue Roland avec la chanson de Roland, ils disent que c'est des musulmans pour l'imaginaire chrétien de l'époque, mais c'est des basques. C'est ici ce petit royaume de Pampelune. À un moment donné, ce royaume basque de Navarre, ouais, voilà, j'allais y venir, hein, mais ce royaume basque de Navarre va devenir le plus grand royaume d'Espagne. Le roi Sancho III de Navarre va réunifier globalement toute la zone. Ici, Galice, Léon, Castille, Navarre, même l'Aragon. Vraiment, il va unifier toutes les terres du Nord. C'est pour ça que je vous dis hein, qu'il y a des grandes unions, des grandes désunions. Ce roi Sanche, qui est l'ancêtre, là, je ne sais même pas qui c'est, là, ouais, non, on s'en fout. Ce roi Sanche, du coup, qui est l'ancêtre du roi Alphonse VI, dont on a parlé, là, qui est mort dans l'arbre généalogique castillan. Vous voyez, ils sont tous liés. Hein. Générationnellement, ils sont tous liés, ils sont tous de la même dynastie, comme tu l'as dit, Yann Dux. Hierophante, pardon. Et du coup, par contre, ce roi Sancho III va devoir diviser son royaume entre tous ses fils. Ce qui explique la constitution de ces États. Notamment l'Aragon. L'Aragon ici, petit État historiquement qui est adossé aux Pyrénées. Vous voyez ? Qui va se séparer du royaume de Castille, etc., qui sera perdu, etc. Tac, attendez, je suis en train de vérifier un petit truc là. Ah ça y est, j'ai retrouvé mes petits papiers. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, voilà, ça y est, voilà. Donc, ce roi de Navarre ici, le roi Sancho III divise son royaume entre tous ses enfants. Donc on a un roi de Navarre qui va être son successeur. Ce roi de Navarre, à cette époque où on est, 1132, aura perdu la Castille et sera tué au combat par l'Aragonais, justement. Je crois par l'Aragonais. Le roi d'Aragon va profiter de cette déstabilisation pour se proclamer roi d'Aragon et va réunir les deux couronnes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de royaume de Navarre. Vous voyez ?
Le royaume de Navarre ici présent, Navarre, Aragon, le royaume de Navarre n'existe pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je sais plus si j'en parle de ça. Non, j'en parle pas. Non, j'en parle. C'était pas prévu dans mon petit script, tout ça. Mais oui, oui. Imperator totus Hispaniae. Donc le roi d'Aragon va en profiter pour réunir les deux couronnes. Il faut comprendre que le roi d'Aragon est aussi un descendant de Sancho III. Hein. Sancho III ici est globalement l'ancêtre de la plupart des rois de la zone. Hein. Hop. Mais le roi d'Aragon, le prince, il est où? Non, c'est pas lui. Ramiro, c'est pas lui. Hein, ouais, voilà, ouais. Alfonso, roi Alphonse. Voilà. C'est Sancho Ramirez, globalement celui qui est à l'origine de cette expansion du royaume d'Aragon. Le royaume d'Aragon, ici, finalement sera de nouveau divisé. Hop. Et c'est un roi qui va être descendant du Cid, qui va reprendre la couronne. Ce qui est assez stylé quand même. Hein. C'est assez stylé. Ce royaume d'Aragon, à un moment donné, retombera sous l'escarcelle des autres royaumes voisins et sera rétabli dans ses bons droits. Non, attendez, là, je dis de la merde, là. Attendez, non, désolé, je dis de la merde. Désolé, je m'emberle les ficottes dans mes pinceaux. Non, je dis de la merde. Donc, ce que je vous disais, c'est que... Pardon, je reprends. Putain, voilà, ça commence, je commence à fatiguer. Le roi Sancho III, du coup, a des enfants. Ces enfants, du coup, vont se répartir la totalité de ses états. Pour le royaume de Navarre, son héritier, son descendant au niveau du royaume de Navarre, va mourir au combat. Le roi d'Aragon, également descendant de Sanche, mais un descendant bâtard de Sanche, va prendre le pouvoir. Et va prendre ce royaume de Navarre. Donc va usurper la couronne du royaume de Navarre. Ce royaume de Navarre sera rétabli dans son indépendance par un descendant du Cid. Je vous parlais du Cid, c'est la grande figure historique de la Reconquista espagnole, le Cid. Donc le royaume de Navarre, historiquement, va être repris par un descendant du Cid. C'est pour ça que là, il est dans une période d'incertitude et qu'il est rebelle. Voilà. Pour repartir sur l'avenir de la Navarre, à terme un jour, la Navarre... Ouais, bien sûr, il avait une femme et il a eu des enfants. Oui. C'est Chimène, si vous connaissez la pièce de Corneille, la fameuse Chimène, c'est vraiment sa femme. C'était une petite noble espagnole locale qui a eu des enfants avec le Cid. Et un de ses... Après, est-ce que c'est symbolique ou pas? Bon. Mais il y a quand même une trame généalogique qui remonte directement au Cid et qui amène au nouveau roi de Navarre. C'est assez stylé. Mais ces rois de Navarre, par le jeu des mariages, vont finalement se marier au roi de France. Et le royaume de Navarre va tomber dans l'héritage de la France à partir des années 1300. C'est pour ça que Philippe le Bel est roi de France et de Navarre. C'est pour ça que Henri IV... Chimène Bali. Et c'est pour ça que Henri IV est aussi roi de France et de Navarre. Voilà. Et c'est pour ça que des fois on parle de toutes les terres de France et de Navarre. Voilà, on y arrive. Désolé si je me suis un peu embrouillé les pinceaux, mais je me suis un peu embalificoté dans mes notes qui étaient pas très précises là. J'ai quand même des petites notes hein, sur le côté, hein, histoire d'avoir une petite trame et de pas oublier un peu tout ce que j'ai. Ah bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Et puis si jamais ça te plaît, t'inquiète, hein, il y aura le deuxième épisode. Alors revoyeur, mon bon tout Atix. C'est vrai qu'il commence à 23h là. Allez, à la revoyeur, à bientôt, ciao ciao. Ciao ciao. Où en étions-nous Donc voilà pour la Navarre. La Navarre, à terme, va repasser dans l'escarcelle française. Quant à l'Aragon, l'Aragon va s'unir à la maison de Barcelone, c'est ce qu'on voit là, hein, et là c'est très bien fait. Hein. Ramon Berenguer, c'est la famille du côté des comtes de Barcelone, en gros. Donc c'est plutôt bien foutu hein, dans ce mode. Elle va s'étendre sur l'est plutôt que se centrer sur la Reconquista. Elle va reprendre Valence, mais derrière, c'est la Castille qui va mener la plus grosse partie de la Reconquista. Vous voyez elle va plutôt s'intéresser à l'ouest. Elle va reprendre les Baléares, elle va reprendre la Sardaigne, elle va aller s'intéresser à l'avenir du royaume de Naples, du royaume de Sicile, etc. Et elle va se constituer un petit empire méditerranéen. Donc il faut comprendre que oui, hein, ces États vont certes soutenir la Reconquista, mais pour progressivement sortir de la tutelle musulmane, mais surtout ils vont beaucoup batailler entre eux, pour tenter à la fois d'unifier puisqu'ils sont tous de la même dynastie, pour unifier leur dynastie et les différents États chrétiens, pour à terme pouvoir pousser la Reconquista, ou tout simplement batailler pour reconquérir leur indépendance. Vous voyez le terme de tout ça, c'est qu'elle finira en 1492 avec certes la prise de Grenade, mais surtout l'union de la Castille et de l'Aragon. La Castille d'Isabelle la catholique et l'Aragon de Ferdinand le catholique, les rois très chrétiens.
1492, c'est les rois de Christophe Colomb, hein. Le roi et la reine de Christophe Colomb, si jamais vous avez la ref. Voilà, voilà. Et c'est là où vraiment on aura l'union de l'Espagne actuelle par l'union de la Castille et de l'Aragon, l'Espagne qui va devenir une des plus grandes puissances européennes du XVe siècle. Enfin, on va passer au dernier petit royaume de la zone, le Portugal. Je suis un peu embarlificoté avec la timeline généalogique de la Navarre, hein. Mais en même temps, elle est pas simple, hein. C'est vraiment un bordel. Comme tu dis, Alphonse VIII va réunifier. Impérator de toutes les Espagnes. Ça, c'est assez stylé, hein. Mais Alphonse VI, déjà le père d'Alphonse VI avait réunifié. Il avait réunifié Galice, Léon et Castille. Et ses trois fils vont se diviser. Et Alphonse VI va accéder au pouvoir par le meurtre ou l'emprisonnement. Ah, j'ai dit 8, désolé. Et Alphonse VI va... oui, parce que là, c'est le roi actuel, hein. Attendez, je vous le remets. Tac. Hop. Et le père d'Alphonse VI avait réunifié ces trois royaumes et les divisera entre ses trois enfants. Et Alphonse VI parviendra à réunifier Castille, Galice, Léon et Castille, hop, par le meurtre de ses frères. Oh là, j'arrive pas. Alphonse VI est ici. Alphonse VII est ici. Et là, entre les deux, voilà. C'est relativement pas mal foutu, ça. Mais Alphonse VI, ici, va assassiner son frère, en faire emprisonner un autre. Donc c'est pour ça qu'il a une... Il a quand même une réputation un peu trouble. Dans le CI, il a pas un bon rôle, quoi. On en était au Portugal. Le Portugal. C'est intéressant qu'ils aient déplacé les dates à cette époque-là, parce que justement, on est en plein dedans pour le Portugal. 1132, c'est une date extrêmement intéressante pour le Portugal. On le sait peu, d'ailleurs, mais avant les grandes dynasties qu'on connaît un petit peu plus de l'histoire portugaise, c'est-à-dire la dynastie des... je crois que c'est les Avis, la dynastie des Avis, celle où on a Manuel Ier, etc., Henri le Navigateur, les grands rois portugais, je crois que c'est la dynastie de Avis. Et à côté de ça, la dynastie de Bragance, celle de Napoléon, hein, la maison de Bragance que Napoléon va expédier au Brésil quand il va prendre Lisbonne. Avant ça, on a eu une première dynastie qui a fondé le royaume à partir du comté du Portugal, qui est ici, là, hein, le comté de Beira, le comté de Porto. Cette dynastie, c'est la maison de Bourgogne. Ça, j'avoue, je me souvenais plus de cette histoire, hein. Et c'est la maison de Bourgogne qui a fondé cette dynastie-là. C'est assez énorme, hein, de voir que c'est un petit noble français, hein, c'est un cadet, Henri de Bourgogne, qui pareil, est parti en croisade. Le mec était un cadet, il n'avait aucune opportunité dynastique et de titre en Bourgogne. Il est allé prendre la croix, pendant la Reconquista. Il est allé guerroyer en Espagne pour le compte du roi Alphonse, alors je sais plus lequel, je vais dire une connerie. Bah Alphonse VI justement, je crois que c'est Alphonse VI. C'est Alphonse VI qui se fait servir. C'est ça, tout à fait. Alphonse VI, hein, qui est le suzerain de ce Henri de Bourgogne, et pour le remercier de ses services, il va lui donner le comté du Portugal. Et là, ça va être une bataille symbolique et militaire pour les descendants, notamment Alphonse. Et regardez là, ici, hein, on est en plein dedans. Alphonse, le fils, comte de Portugal, il est le fils de ce mec-là. J'avais dit que je faisais pas trop de trucs, hein. Enrique de Bonaval, hein. Enrique de Bonaval, hein, c'est ça. Et vous voyez la Thérèse de Léon, hein. Ils sont tous liés, hein, au niveau dynastique, hein. Et vous voyez ici, Henri de Bourgogne, c'est lui. Son fils Alfonso est celui qui va créer le royaume du Portugal. Il va proclamer son indépendance et il va parvenir très habilement à la faire admettre par la Castille et le pape. C'est pour ça que je voulais parler de ce fameux Alphonse VII, roi de Castille, qui va se faire proclamer empereur de toutes les Espagnes. C'est parce que c'est là-dessus que va jouer Alfonso. Le roi Alphonse Ier du Portugal va profiter du fait que le roi de Castille cherche une dignité impériale pour lui dire, écoute, si tu cherches une dignité impériale, il te faut des vassaux. Et en tant qu'empereur, tes vassaux sont des rois. C'est en partie pour ça qu'Alphonse VII va accepter. Oui, il commence avec un trébuchet. Pour pouvoir prendre Lisbonne. Sinon, il est trop faible. Il est un petit peu buffé.
Donc c'est très intéressant de voir l'émergence du Portugal, hein. Et ensuite, il va avoir une histoire extrêmement intéressante et extrêmement compliquée, hein. L'histoire portugaise, elle est complexe, hein. Parce que pareil, la reconnaissance par le pape est difficile à obtenir, ils vont avoir du mal, ils vont être très extrêmement sous l'influence du pape, qui va leur mettre pas mal le bâton dans les roues par moment, notamment sur les histoires de querelles d'investiture. On va en reparler de ces histoires d'investiture avec le Saint-Empire romain germanique, mais concrètement, c'est des querelles au niveau de la nomination des évêques. Est-ce que c'est le pouvoir temporel ou le pouvoir spirituel qui les tient? Donc voilà, il va y avoir de très graves querelles, mais globalement, ils vont s'étendre sur la côte atlantique, et ensuite ils vont passer sur le Maroc, l'Afrique, et ils vont être le grand moteur des grandes découvertes du XVe siècle. Et ils iront jusqu'en Inde et ils fonderont un empire mondial. C'est assez incroyable de se dire que tout ça a été fait par un petit nobliau du fin fond de la Bourgogne qui se faisait chier, qui n'avait pas d'opportunité et qui allait batailler. Pas vraiment, hein. Alors, en partie. Ouais, mais alors tu dis ça. Alors, tout le monde voit ce que c'est le traité de Tordesillas, hein. Le traité de Tordesillas, c'est le traité qui a été conclu sous l'égide du pape entre les grandes puissances coloniales de l'époque. On va savoir à l'époque le Portugal et l'Espagne. Puisque ceux qui se sont vraiment fait avoir par le traité de Tordesillas, c'est les autres puissances futures. Le traité de Tordesillas, en fait, c'est quand les puissances coloniales, l'Espagne et le Portugal, commençaient à s'embrouiller. Il a fallu organiser tout ça, toutes ces terres vierges, toutes ces terra nullius vierges. Le pape espagnol, comme tu dis, s'est dit qu'il allait organiser la chose. Si je dis pas de bêtises, le pape de l'époque, c'était le Borgia, hein, je crois, hein. C'est le pape Borgia, hein. C'est le pape... c'est Rodrigo Borgia, c'est le méchant de Assassin's Creed 2, si vous avez la ref. Et du coup, il faut organiser cette colonisation. Et donc, du coup, il va juste tracer une ligne pour dire tout ce qui est à l'ouest de cette ligne est à l'Espagne, tout ce qui est à l'est est au Portugal. À l'ouest, vous aviez l'immense... c'est dommage que j'ai pas de carte là, ça aurait été pas mal d'en parler avec une carte. On est en 1094, hein, 1494, donc on est juste après la découverte de Christophe Colomb. Donc l'Espagne va hériter symboliquement, c'est ça, voilà. Et donc l'Espagne va hériter symboliquement par le pape de toutes les terres des Amériques. Alors que le Portugal va disposer d'une liberté totale d'action sur toute l'Afrique et toute l'Inde, globalement. Sauf que le Portugal va un peu arnaquer l'Espagne, puisqu'en fait, le Portugal, qui était un peu en avance au niveau des grandes découvertes, avait découvert le Brésil. Et donc, en fait, la ligne pas du parallèle, justement, hein, mais la ligne de la longitude, oui, la longitude qui délimite ces deux empires, elle passe par le Brésil. Donc, c'est pour ça que le Portugal va coloniser le Brésil alors que c'est en Amérique, en quelque sorte. Mais ceux qui vont se faire vraiment arnaquer, c'est les autres États coloniaux, puisque la France et l'Angleterre sont totalement exclus de ce terrain. Il faudra refaire des traités derrière. Mais c'est le pape qui avait organisé tout ça, hein. Je ne sais plus le nom de la bulle. C'était quoi le nom de la bulle? Je sais plus. Il avait fait une bulle, c'est un nom connu, hein, pourtant ça m'énerve, je me souviens plus. Je sais plus. Bon, bref. Écoutez, on a déjà parlé de beaucoup de choses, hein. Je vais faire juste une petite pause. Je vous reprends tout de suite, mais au moins comme ça je divise un peu le truc en deux. Mais je vais vous laisser les margoulins. Pour ceux qui sont sur YouTube. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous a plu. J'espère que c'est digeste, que c'est intéressant. Voilà, et puis on se retrouve pour la suite. On va parler d'Europe occidentale, hein, plutôt. D'Europe occidentale, et on finira par l'Europe de l'Est, parce que ça j'y passerai moins de temps, hein. C'est quand même très complexe, c'est peu connu. On va surtout parler d'Europe occidentale quand même. On fera un petit mot quand même sur l'Europe orientale. Non mais... Et après c'est moi la génération TikTok, hein, Hierophante. Je fais juste une petite pause, j'arrive de ce pas. À toutes les margoulins, et pour ceux qui sont sur YouTube, ciao ciao à vous, portez-vous bien, à la revoyure. Allez, salut.